Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Quand Cynthia m'a approché pour présenter cette conférence sur la vulnérabilité et le profil des consommateurs de produits et services financiers, j'ai accepté avec grand plaisir puisque c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je travaille depuis quelques années déjà. Bien sûr, j'ai 15 minutes, je pourrais vous en parler pendant 15 heures. Je vais me limiter à certaines informations. Donc, je vais commencer à vous présenter le plan de la présentation. Donc, je vais aborder trois parties. La première, je vais présenter la théorie que j'emprunte des sciences sociales concernant la théorie des générations et une autre que j'emprunte des sciences économiques, qui est l'analyse économique comportementale du droit. Par la suite, je vais appliquer ces deux théories sur les données que j'ai à partir de mes propres recherches, plusieurs recherches en fait, parce qu'on a fait des focus group avec des consommateurs, j'ai travaillé aussi avec l'AMF sur la construction de l'indice, c'était un sondage, l'indice de la littératie financière appliquée, d'autres aussi des entrevues individuelles que j'aurai la chance de partager un peu avec vous. Et par la suite, je vais appliquer ces données-là et ces constats sur la littératie financière et son importance. Alors, je vais du côté des sciences sociales. J'emprunte la théorie sociologique concernant les générations. Cette théorie est construite sur un modèle à 3 temps. Donc, la première se construit sur l'âge, le cycle de vie de chaque personne, les cohortes, ça veut dire les générations, et ensuite la période, c'est quand il y a des périodes un peu plus significatives comme une guerre ou une crise ou peut-être même la COVID. Mais je vais me contenter aujourd'hui sur les deux premières lignes. Alors, on sait que pour le cycle de vie, on sait qu'on passe dans notre cycle de vie par plusieurs étapes. Donc, si on apprend à marcher à 12 ou à 18 mois, c'est un effet de l'âge. Si on est parent entre 20 et 40 ans, c'est un effet de l'âge aussi. Et si on commence à avoir un mal partout, un mal aux articulations, aux genoux et tout, c'est un effet de cycle d'âge aussi. Mais cela ne se reflète pas seulement sur les affaires physiques, mais aussi ça se reflète sur nos comportements, sur nos besoins, sur nos habitudes de consommation. La deuxième ligne, ça concerne les cohortes, donc les générations. Et aussi, les générations se comportent d'une façon différente. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont nés à l'intérieur de l'ère numérique, donc ils sont très à l'aise à utiliser la technologie, l'intelligence artificielle, à prendre des risques. Donc, à ce moment-là, leur comportement est un peu spécifique à cette génération-là, qui est totalement différente de la génération, par exemple, des baby boomers qui vont être un peu plus prudents. Maintenant, je traverse vers les sciences économiques pour explorer avec vous la théorie de l'analyse économique comportementale du droit. Je vais commencer avec la théorie économique du droit. C'est en fait une théorie qui combine les connaissances de droit, mais aussi des sciences économiques, qui se base sur le fait que l'efficacité des règles juridiques est basée sur le fait que les gens se comportent ou prennent des décisions rationnelles qui cherchent habituellement de maximiser leur bien-être. Alors l'État intervient avec des lois ou des normes pour seulement corriger certaines défaillances du marché. Dans le marché financier, c'est un marché où les risques sont énormes. C'est aussi, on trouve une complexité dans les contrats, une complexité des produits. Alors, c'est pour cela qu'on voit l'État en train d'intervenir un peu plus souvent pour réguler certains problèmes, comme l'asymétrie aussi de l'information. Certains théoriciens ont ajouté aussi à ces deux branches de sciences la science psychologique pour s'ajouter parce que ça joue un grand rôle, parce que même si on a les meilleures lois et même si on vise un monde parfait, on découvre et on constate que chaque personne va se comporter d'une façon différente parce qu'il va agir dépendamment de ses expériences dans la vie et ce qu'on appelle les biais cognitifs.
Bien sûr, je peux parler souvent des biais cognitifs. J'ai décidé aujourd'hui juste de vous présenter 4 qui s'appliquent parfaitement à nos consommateurs. Donc, le biais de disponibilité en mémoire, c'est qu'on se souvient souvent par exemple, si on a vécu la crise économique de 2008, on va se souvenir de ce fait-là, et les personnes qui l'ont vécu vont avoir des comportements un peu plus, des comportements et des attitudes plus prudentes face à la finance. Le biais de négativité, c'est que il y a certains événements qui vont laisser beaucoup de traces chez les personnes, comme par exemple des fuites de données, etc. Donc ça aussi, c'est un biais qui peut affecter le marché. L'excès de confiance et l'optimisme excessif, ce sont deux biais qui se caractérisent vraiment chez les jeunes parce qu'ils ont confiance en eux, ils surestiment leurs compétences et sous-estiment les risques puisqu'ils n'ont pas vécu réellement des grands risques ou de grandes pertes d'argent et puisqu'ils ont toute la vie pour réparer des dommages subis. Alors maintenant, à partir de ces deux théories, j'aimerais aller appliquer sur les données que je peux accueillir à travers mes différentes recherches. La première ligne, c'est le cycle de vie, l'âge. Et ça concerne plus spécifiquement le sondage qu'on a fait avec l'indice de littératie financière appliquée de l'AMF. Donc, je vous présente un tableau qui représente un peu la possession, l'acquisition et la possession des produits financiers par les consommateurs. On va voir aussi que les consommateurs sont soit inactifs ou actifs, ils sont prudents ou pas, et on va passer à travers quatre cercles. Donc, les premiers consommateurs, les plus jeunes de ces consommateurs, sont en fait inactifs et insouciants parce qu'ils n'ont pas encore acheté des produits financiers, ils n'ont pas encore assez de sous. Donc, en fait, ils sont encore au début, là, au tout début. Par la suite, on trouve les débutants que eux, ils commencent à acheter, mais des produits spécifiques comme la carte de crédit, peut-être une auto, parce qu'on a un peu plus d'argent. On a une auto, une assurance auto, une carte de crédit. Et par la suite, on tombe dans une phase où notre situation économique et professionnelle s'améliore. Donc, c'est là qu'on commence vraiment à acheter les produits comme l'hypothèque, parce qu'on achète une maison, donc des prêts hypothécaires, des marges de crédit, des prêts personnels, des REER, des assurances, vie, etc. Et par la suite, on se repose un peu quand on devient des rentiers, on devient de nouveau inactif. Alors, si on prend ce tableau-là, on découvre que les produits et la compétence et les attitudes financières augmentent, l'achat des produits et les attitudes financières augmentent avec l'âge. Ça suit le cycle d'âge. Alors, je vais revenir sur ce tableau un peu plus tard. Et quand on regarde la deuxième ligne qui est l'effet des cohortes, des générations, là, je m'inspire des données qui ont été prises par le sondage qui a été fait par l'AMF avec les investisseurs en ligne pendant la période de COVID. Alors là, on découvre que 53% des gens qui ont commencé à investir en ligne sont des gens, pendant la COVID, ça a augmenté. 50% a augmenté pendant le temps de COVID, les investissements en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est que 75% des répondants ont l'âge entre 18 et 34 qui ont commencé à investir en ligne. Et là, quand on a demandé pourquoi les raisons d'investissement, c'est vraiment la convivialité, la rapidité, la facilité, l'amusement. Donc, c'est quand même une génération qui baigne dans l'amusement, les jeux, les produits ludiques. Et on découvre que la moitié de ces consommateurs ont acheté, qui sont situés en 18 et 34 ans, ont acheté des crypto-actifs. Donc, vous voyez comment le risque commence à commencer. Et il y en a 13% qui s'endettent pour acheter de l'investissement et 39% des plus jeunes des jeunes, donc les 18 à 24 ans, considèrent que l'investissement en ligne est peu risqué.
Et par la suite, 1 sur 4 de ces personnes s'informent auprès des réseaux sociaux, auprès des influenceurs. Donc, on voit que cette génération, quand même, baigne dans toutes sortes de risques qui entourent. Récemment, il y a 2 mois, j'ai fait un sondage aussi en ligne pour sonder un peu les utilisateurs des produits s'ils utilisent l'intelligence artificielle en ligne pour acheter leurs matières financières. Donc là, on découvre aussi que ce sont les jeunes surtout, entre l'âge 18 à 24 ans et par la suite 25 à 34 qui achètent le plus de produits en ligne via les plateformes qui utilisent les intelligences artificielles. Et aussi, ce sont la catégorie, les cohortes qui font confiance le plus dans ces plateformes qui offrent ces produits en utilisant l'intelligence artificielle. Et le plus encore, c'est que la confiance des consommateurs, c'est les jeunes qui font le plus confiance aux recommandations qui sont faites en utilisant l'intelligence artificielle sur les plateformes. Alors, pour les retraités, il n'y en a pas. L'intérêt aux crypto-monnaies et tous ces produits-là ne se présentent pas chez les retraités. Alors maintenant, rapidement, je vais appliquer tout ça à la littératie financière. Donc la littératie financière, c'est vraiment un outil qui peut ajouter la protection du consommateur de produits et services financiers. C'est la capacité de la personne de lire, comprendre et appliquer les informations financières au quotidien, dans les transactions quotidiennes. Et puis j'en profite pour ouvrir, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er novembre, donc c'est la première journée de mois de la littératie financière. Donc, je salue toute la belle équipe de l'AMF sur la littératie financière qui travaille. On va suivre vos activités. Alors, si j'applique tout ce qu'on a vu sur le cycle de vie d'abord, pour la littératie financière, si on regarde ça, on peut constater ou on peut confirmer que si on veut que la littératie financière atteigne son objectif, il faut que le moment où on passe l'information financière vienne au bon moment. Ce moment-là est quand les gens sont réceptifs, quand ils attendent ces informations et quand ces informations sont utiles pour eux. Ce moment-là est le moment où on commence à acquérir ces produits-là. Donc, je veux acheter une hypothèque, c'est là que j'ai besoin de l'information pour savoir comment l'acheter, comment les meilleures façons, quoi éviter. Aussi, pas seulement le moment, mais cibler aussi les informations qu'on veut passer, parce qu'on ne peut pas donner toute l'information. Donc, c'est sûr que, par exemple, on ne connaît pas tous le code de sécurité routière, article par article, mais on sait qu'on va arrêter au feu rouge, on va arrêter au stop. Donc, c'est la transmission des informations nécessaires au bon moment. Donc, par exemple, si on achète une assurance dommage, ça sera, c'est quoi les exclusions, etc. Alors, si je reviens aussi à mon schéma, donc je montre ici, en fait je l'ai dit déjà, je montre ici que la réception de l'information de la part des consommateurs suit l'âge aussi. Donc il faut vraiment viser les personnes, les consommateurs qui ont besoin de recevoir ces informations. Aussi, si on regarde la ligne des cohortes, on sait maintenant que les jeunes suivent les produits plus risqués, donc les crypto-monnaies. Donc, on peut viser l'information vers les jeunes pour ce produit un peu plus spécifique. Et pour les aînés, les aider aussi avec les informations plus spécifiques concernant les fraudes, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles méthodes de fraude qui visent les aînés en ce moment. Donc, j'arrive maintenant à la conclusion. Donc, j'ai pu rapidement résumer tout ce que je peux faire à partir des données que j'ai. J'aurais pu parler encore longtemps. Je voulais aller au nécessaire. Mais j'aimerais, pour la conclusion, peut-être partager avec vous une donnée qui va nous réfléchir tout le long de la journée. Donc, les gens qu'on a interviewés, que ce soit dans les focus group ou dans les entrevues individuelles, nous confirment qu'ils ne lisent pas les contrats, donc, et pire encore en ligne parce qu'ils cliquent sans lire du tout. Ils ne connaissent pas les produits financiers,
et ils ne connaissent pas quoi faire s'il y a un problème. Donc les litiges, les plaintes, où s'adresser, quoi faire lorsqu'il y a un problème. Donc la question des plaintes et recours, c'est une question qu'on va réfléchir tout le long de cette journée aussi avec tous les pénalistes qui vont présenter aujourd'hui. Donc merci beaucoup de votre écoute.